Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au complexe de nickel SCN2 Pfi3.2. Nous l'avons synthétisé suivant le protocole que nous avons présenté en première partie. Nous vous présenterons ensuite comment nous avons caractérisé ce complexe. Après avoir analysé quelques spectres, nous regarderons enfin les propriétés de notre complexe de nickel. On réalise la dilution de 750 mg de nitrate de nickel 2 dans 12 ml d'éthanol. On rajoute à ce mélange 395 mg de thiocyanate de sodium. Nous avons porté à reflux une solution de thiocyanate de sodium avec une solution de nitrate de nickel. Tout ça à reflux afin d'obtenir une solution de nitrate de thiocyanate de nickel. Après retour à température ambiante, le thiocyanate de sodium n'ayant pas réagi et le nitrate de sodium précipite. Puis, la filtration sur Büchner nous permet, en récupérant le filtrat, d'obtenir une solution de thiocyanate de nickel 2. En parallèle, on porte à reflux 1,4 g de triphénylphosphine dans 8 ml de propane de Hall. Pour finir, on ajoute à ce reflux la solution de thiocyanate de nickel 2. Après retour à température ambiante, le produit est récupéré par filtration, lavé à froid par de l'éthanol et de l'éther éthylique, puis séché. On cherche ensuite à déterminer la température de fusion du composé. Pour cela, on utilise de banc aux fleurs. Néanmoins, on ne note pas de fusion directe, mais une sublimation, vers 220 degrés Celsius. On obtient lors de la filtration sur Büchner un produit plutôt inattendu. On se demande alors si ce composé jaune ne serait pas le soufre provenant du thiocyanate. Diverses expériences ont été menées pour mettre en évidence les caractéristiques du soufre. Nous n'avons cependant rien décelé. On réalise alors le spectre infrarouge de ce composé inconnu. Ce dernier ne correspond pas du tout au spectre IR du soufre S8, ni à celui de notre complexe de nickel, ni à celui du thiocyanate de sodium. On s'intéresse par la suite au spectre IR du complexe. Le spectre IR du ligand SCN met en évidence la bande caractéristique de la liaison CN à 2067 cm-1. Cette bande est aussi visible sur notre complexe. La littérature nous indique qu'une valeur proche de 2050 cm-1 correspond à une liaison métal-azote. On dissout puis on dilue notre complexe dans du dichlorométhane. On obtient alors une solution de notre complexe de concentration 10-4 mol par litre. On trace alors le spectre UV visible de notre solution. On obtient deux bandes d'absorption à 317 et 406 nanomètres. La bande absorbant dans le domaine du bleu correspond bien à un complexe que l'on observe de couleur rouge. La loi de Beer-Lambert nous permet d'obtenir les valeurs des coefficients d'absorption molaire. Ces valeurs correspondent à des transitions DD interdites de symétrie, mais permises de spin. On s'intéresse par la suite aux propriétés magnétiques de notre complexe. Pour cela, on utilise la balance de Gouy. On obtient la susceptibilité magnétique massique de notre complexe.
Cette dernière caractérise la réponse de notre complexe à une perturbation par un champ magnétique. On obtient qu'Im est égal à moins 1,0910-6 cm3 par gramme. Qu'Im étant négatif, notre complexe est donc diamagnétique, ce qui signifie que l'aimantation induite est dans le sens opposé du champ magnétique. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, remarques, commentaires, n'hésitez pas. C'était Thibault Lemonnier et Jean-Baptiste Baudin, élèves à l'ENS Paris-Saclay.